En moins de 2 ans, un pays jugé ingouvernable retourne les cartes du Sahel. Les mêmes cartes qui classaient le Burkina Faso parmi les maillons fragiles affichent maintenant désormais des couloirs fermés, des routes coupées et des sanctuaires insurgés qui se vident. Que signifie, pour ceux qui vivent de ces cartes, l'irruption d'Ibrahim Traoré quand le ciel devient frontière active et que la vitesse change de camp? Derrière les hélicoptères et les protocoles, une variable domine: compresser le délai entre détection et réaction et réécrire le risque au quotidien. Cette analyse propose un engagement clair: suivre pas à pas comment une modification technique apparemment discrète se transforme en pivot stratégique régional. En 10 mots, la promesse est simple: comprendre comment la vitesse redéfinit la sécurité sahélienne. L'enjeu dépasse largement le cadre militaire. Lorsqu'un État longtemps perçu comme dépendant commence à fixer seul son tempo sécuritaire, ce sont les calculs des voisins, des partenaires et des acteurs extérieurs qui doivent être révisés. Les modèles hérités, conçus pour un espace lent et fragmenté, deviennent soudain inadaptés. Ici, il ne s'agit pas d'exalter un équipement ou une décision isolée, mais d'examiner comment un changement de rythme altère la perception du risque, la confiance des populations et l'équilibre régional. Au centre de cette dynamique se trouve Ibrahim Traoré, non comme symbole, mais comme point de convergence d'une doctrine qui force les états-majors à réapprendre à lire le Sahel autrement. La première révélation tient à un chiffre longtemps négligé. En moins de 24 mois, le délai moyen entre détection et réaction militaire au nord du pays a été comprimé à un niveau que les analystes peinent encore à modéliser. La seconde révélation est que cette bascule n'a pas été déclenchée par une coalition extérieure, mais par un réagencement interne que peu d'observateurs attribuaient réellement au leadership d'Ibrahim Traoré. Pour mesurer la portée de ce glissement, il faut revenir au paysage hérité. Pendant des années, les groupes armés ont prospéré non par la supériorité du feu, mais par la maîtrise des écarts temporels. Ils traversaient les frontières à l'aube, se dissolvaient au crépuscule, et considérait le Burkina Faso comme un corridor ouvert, où la géographie offrait davantage de refuges que de contraintes. La vitesse constituait leur principal avantage. Face à eux, l'armée nationale opérait sur un patchwork d'avant-postes dispersés. Le renseignement dépendait de flux fragmentés, souvent relayés par des partenaires extérieurs et ralentis par des procédures lourdes. L'information arrivait fréquemment trop tard, laissant nos populations le sentiment que le danger pouvait surgir sans avertissement ni réponse immédiate. Les missions internationales ont tenté de réduire ces failles. Drones partenaires, conseillers tournants, opérations conjointes ont amélioré certains segments, mais leurs priorités restaient alignées sur des agendas conçus loin du tempo quotidien des communautés locales. Le décalage persistait entre détection et action, exactement l'intervalle exploité par les insurgés. C'est dans cet interstice que le calcul stratégique change. L'idée qu'un État sahélien puisse reprendre l'initiative reposait sur une variable unique: effacer le retard structurel. Longtemps identifiée mais jamais traitée à grande échelle, cette variable devient le socle de la transformation actuelle. La compréhension que le contrôle du terrain est impossible sans contrôle du ciel ouvre alors une séquence nouvelle. Dans cette séquence, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît moins dans l'annonce que dans la cohérence. La vitesse cesse d'être une contrainte subie et devient une ressource organisée. Ce déplacement, encore discret à ses débuts, prépare un basculement où le pays commence à dicter le tempo plutôt qu'à le subir. Les premiers effets ne prennent pas la forme d'annonces spectaculaires, mais de signaux faibles observés sur le terrain. Dans plusieurs zones autrefois réputées imprévisibles, des unités locales commencent à noter une régularité nouvelle. Les patrouilles rapportent maintenant moins d'alertes tardives, moins de déplacements hostiles surgissant sans préavis. Le changement ne saute pas aux yeux, il s'accumule. Un premier micro-cas illustre cette bascule. Lors d'une patrouille de routine, des éleveurs qui évitaient jusque-là tout contact mentionnent une baisse inhabituelle de passages armés près de leur pâturage. Le détail semble mineur. Pourtant, il indique déjà un déplacement du risque. Là où l'incertitude dominait, une forme de prévisibilité commence à s'installer. Un second cas, dans un village frontalier, confirme la tendance.
Une cellule d'alerte communautaire transmet une observation en quelques minutes, alors qu'il fallait auparavant près d'une demi-heure pour relayer une information comparable. Ce raccourcissement suffit à modifier l'issue. Une équipe mobile arrive avant la dispersion habituelle des groupes hostiles. Pour les habitants, ce n'est pas une victoire militaire, mais la preuve qu'une réponse rapide devient possible. Ces situations concrètes transforment les comportements. Les signalements gagnent en précision, les hésitations reculent, la coopération s'améliore. Un cercle vertueux se dessine entre population, renseignement et action. La sécurité cesse d'être perçue comme un phénomène lointain, décidé ailleurs, et commence à s'ancrer dans l'expérience quotidienne. Au sein des cercles militaires, ces indices sont interprétés comme les premiers effets tangibles du système porté sous Ibrahim Traoré. Ce n'est pas seulement une amélioration technique. C'est l'ébauche d'un autre rapport au temps où chaque minute regagnée redéfinit la relation entre l'État et ceux qu'il protège. Le point clé tient en peu de mots. La rapidité redéfinit la sécurité. L'activation du nouveau tempo commence presque sans bruit. Pendant plusieurs semaines, une série de vols d'essai s'enchaîne, discrets mais réguliers. Les équipages répètent des trajectoires basses, ajustent des approches nocturnes, testent des capteurs thermiques et affinent des protocoles de coordination. Rien n'est officiellement communiqué, pourtant les unités au sol sentent déjà la différence. Les demandes de reconnaissance sont traitées plus vite. Les confirmations arrivent en temps minutes plutôt qu'en heures. Ce glissement technique, invisible pour l'observateur extérieur, constitue le véritable point de départ. Le premier test grandeur nature survient au crépuscule. Une colonne armée traverse la frontière en s'appuyant sur une logique éprouvée. Exploiter le délai entre détection et réaction. Cette fois, la chaîne s'enclenche autrement. Une équipe communautaire transmet un signal, une patrouille capte une signature thermique, un opérateur confirme. En 12 minutes, un appareil décolle. En moins d'une demi-heure, la colonne se disperse avant d'atteindre sa zone de regroupement. Pour la première fois depuis des années, l'avantage temporel change de camp. À partir de là, l'intensité monte, les groupes hostiles testent les limites, ils fragmentent leurs convois, ils multiplient les itinéraires secondaires, ils déplacent leur passage à des heures imprévisibles. Chaque tentative vise à recréer l'ancien écart. Mais la réponse nationale s'adapte. Les cartes sont réécrites presque quotidiennement. Des routes considérées comme sûres deviennent des zones surveillées. Les trajectoires de fuite se referment. L'adversaire hésite, commet des erreurs, perd de la cohésion. Le bruit d'un rotor suffit parfois à modifier une décision, même lorsque aucun appareil n'est réellement en vol. La simple possibilité d'une intervention rapide introduit une contrainte psychologique nouvelle. L'initiative, longtemps carburant principal des réseaux armés, devient une ressource rare. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré devient lisible pour les analystes. Non pas dans l'achat d'un matériel précis, mais dans la capacité à orchestrer un système où la vitesse impose désormais la règle. Les répliques se manifestent progressivement. Des villages proches des frontières rapportent moins d'incursions nocturnes. Les patrouilles retrouvent des traces plus cohérentes. Les réseaux d'éleveurs signalent une baisse des mouvements suspects. Certains sanctuaires insurgés se vident ou se déplacent vers des zones moins exposées. Il ne s'agit pas d'un basculement spectaculaire, mais d'une érosion méthodique où chaque attaque manquée ouvre un intervalle pour consolider le dispositif. À mesure que les missions se multiplient, un autre effet apparaît. La région s'ajuste. Les capitales voisines recalculent leurs risques. Les contingents étrangers réévaluent leur modèle d'intervention. Les groupes hostiles modifient leurs alliances internes. La présence aérienne reconfigure les stratégies au-delà même des frontières. Ce qui avait commencé comme une activation technique devient un phénomène systémique. Dans cette séquence, une idée s'impose. Le cœur du changement n'est pas la machine, mais la structure qui la soutient. L'effet cumulatif de cette dynamique, impulsée sous Ibrahim Traoré, transforme l'économie du risque. La vitesse n'est plus un avantage ponctuel. Elle devient la trame autour de laquelle s'organise une nouvelle manière de faire la guerre, et surtout de la contenir. Avant la réforme, le délai moyen entre détection et réaction dépassait régulièrement 45 minutes dans le nord du pays. Aujourd'hui, ce délai descend par moments à 12 minutes, une contraction qui réduit brutalement la marge d'évasion des groupes armés et modifie la géométrie du risque. Ce premier delta n'est pas qu'un chiffre, il signifie
qu'une fenêtre autrefois confortable pour se disperser, se cacher et franchir des frontières devient un intervalle sous contrainte permanente. Chaque minute gagnée retire des options tactiques, oblige à des décisions plus hâtives et accroît la probabilité d'erreur. La vitesse cesse d'être un avantage asymétrique et devient une ressource disputée. La deuxième mesure concerne la couverture opérationnelle des zones sensibles. Avant la transformation, les patrouilles aériennes ne couvraient qu'environ 18% des secteurs critiques durant les heures à risque. Désormais, cette couverture dépasse 40% selon plusieurs officiers impliqués dans la coordination. Le passage d'un modèle fragmenté à un schéma plus continu change la perception du terrain. Des corridors jadis considérés comme sûrs entrent décidant dans le champ de la surveillance, ce qui force les réseaux hostiles à allonger leurs itinéraires ou à fragmenter leurs déplacements. Ce saut quantitatif a un effet qualitatif immédiat. Lorsque la surveillance s'étend, la géographie cesse d'être un refuge automatique. Les choix de route deviennent plus coûteux, les rassemblements plus risqués et la synchronisation interne plus difficile. La contrainte n'est pas seulement physique, elle est cognitive. Les acteurs hostiles doivent intégrer l'incertitude aérienne dans chacun de leurs calculs. La troisième donnée touche à la réactivité communautaire. Avant la transformation, le relais d'une alerte villageoise prenait souvent près de 30 minutes. Aujourd'hui, des équipes locales rapportent des transmissions en 5 minutes grâce à des protocoles simplifiés. Cette réduction redéfinit le rôle des populations. Elles ne sont plus de simples victimes passives, mais des capteurs avancés intégrés à la chaîne décisionnelle. Ces trois deltas forment une ossature mesurable de la doctrine émergente. Pris isolément, aucun ne suffirait à expliquer le changement observé. Ensemble, ils révèlent un système cohérent où chaque minute gagnée accroît la pression cumulative sur les réseaux armés. Les analystes parlent d'un effet d'engrenage. Plus la vitesse augmente, plus la contrainte psychologique s'intensifie, même en l'absence d'intervention visible. Un autre volet renforce cette dynamique. Les sources de renseignements autrefois isolées, images satellitaires, rapports communautaires, détection thermique, observation de patrouilles, sont désormais interconnectés. Les fragments composent un flux consolidé, traité en séquences plus courtes. Cette fusion réduit les angles morts et permet des ajustements quasi en temps réel. Le commandement n'attend plus une image parfaite, il agit sur une image suffisante, mais rapide. Les retombées apparaissent dans le comportement adverse. Les convois se fragmentent davantage. Les itinéraires se multiplient. Les rassemblements prolongés disparaissent. Selon plusieurs officiers, ces signaux traduisent une perte de confiance dans les routines de mobilité. L'intervention aérienne devient une variable omniprésente, même lorsqu'aucun appareil n'est en vue. Placées dans leur environnement régional, ces données prennent encore plus de relief. Les capitales voisines observent la diminution des incursions au nord du Burkina Faso et ajustent leur propre modèle de risque. Même fragile, la convergence entre chiffres et signaux de terrain suggère qu'un seuil a été franchi. Dans cette lecture, l'influence d'Ibrahim Traoré se lie dans l'intégration de ces mesures à une vision simple. Au Sahel, la supériorité se mesure d'abord en compression du temps. Deux thèses s'opposent depuis le début de la transformation sécuritaire observée au Burkina Faso. La première soutient que l'essor de la puissance aérienne ne peut produire qu'un effet temporaire. Selon cette lecture, les groupes armés disposent d'une capacité d'adaptation quasi illimitée. Ils modifient leurs routes, réduisent la taille de leurs unités, se fondent dans la population et exploitent la moindre faille logistique. Leur force ne résiderait pas dans l'équipement, mais dans la plasticité organisationnelle. Dans ce cadre, chaque innovation technico-opérationnelle finirait par être contournée, comme cela s'est déjà produit ailleurs dans la région. La seconde thèse avance l'inverse. Elle considère que la dynamique actuelle marque un tournant plus profond parce qu'elle ne repose pas sur un outil isolé, mais sur une synchronisation nouvelle entre renseignement, vitesse et décision. Ici, la capacité d'action dépend moins de la supériorité matérielle que d'un système intégré où chaque acteur, communauté, patrouille, opérateur, commandement alimente une boucle réactive continue. L'avantage ne vient pas de la surprise ponctuelle, mais de la réduction structurelle des marges adverses.
Pour arbitrer entre ces deux positions, il faut revenir au comportement observable. Depuis la mise en œuvre du nouveau dispositif, plusieurs mutations apparaissent simultanément. Les convois hostiles se fragmentent plus tôt qu'auparavant, des routes historiquement utilisées sont abandonnées. Certaines cellules se déplacent vers des zones plus éloignées du centre opérationnel national. Ces ajustements ne relèvent pas d'un simple jeu tactique, ils indiquent un rétrécissement de l'espace décisionnel disponible. Un autre élément renforce cette lecture. Les adaptations adverses ne produisent plus les gains attendus. Fragmenter réduit la visibilité, mais augmente les coûts de coordination. Multiplier les itinéraires diminue la prévisibilité, mais allonge les temps de transit. Chaque solution corrective introduit désormais une vulnérabilité nouvelle. Ce phénomène suggère que la plasticité demeure réelle, mais qu'elle s'exerce dans un cadre plus contraint. C'est ici que la synthèse s'impose. Oui, les groupes armés conservent une capacité d'adaptation. Mais pour la première fois depuis longtemps, cette adaptation ne leur permet plus de reprendre l'initiative temporelle. La transformation portée sous Ibrahim Traoré ne supprime pas le cycle d'ajustement, elle le déplace. La réactivité nationale agit comme un plafond, limitant l'efficacité des réponses adverses. L'arbitrage issu des données est donc nuancé. L'effet n'est ni éphémère par nature, ni garanti dans le temps. Il dépend de la capacité à maintenir la cohérence du système. À ce stade toutefois, l'avantage penche du côté de la thèse structurelle. La vitesse intégrée, plus que la technologie, redessine durablement le rapport de force. À ce point charnière, des signaux jusque-là dispersés convergents. La baisse des incursions nocturnes, la fragmentation accélérée des groupes armés et le déplacement de certaines cellules vers des zones plus éloignées cessent d'être des indices isolés. Ensemble, ils dessinent une reconfiguration plus profonde que prévue. Les réseaux hostiles ne calculent plus seulement les mouvements au sol. Ils intègrent désormais la possibilité permanente d'une intervention venue du ciel, même en l'absence d'activité visible. Cette anticipation modifie la prise de décision à chaque échelon. Le changement le plus décisif n'est pas matériel, il est cognitif. Lorsque l'incertitude aérienne devient constante, chaque choix tactique porte un coût mental supplémentaire. Attendre expose, se regrouper expose, se déplacer expose, le tempo impose une discipline involontaire à l'adversaire qui doit ralentir pour éviter l'erreur alors même que la lenteur accroît le risque. Ce glissement éclaire la nature du basculement observé sous Ibrahim Traoré. La doctrine ne se contente pas d'accélérer la réaction. Elle transforme l'anticipation adverse. Les décisions hostiles se prennent désormais sous une pression continue, où l'initiative n'est plus acquise, mais négociée à chaque instant. C'est là que le rapport de force se déplace durablement. Les observateurs régionaux prennent la mesure de cette nouveauté. Le pays n'agit plus seulement sur son territoire. Il influence les calculs voisins, qui ajustent leur propre dispositif pour éviter d'être pris dans une spirale d'escalade. Le midpoint révèle ainsi une réalité simple. Quand la vitesse change de camp, elle redessine les attentes avant même de redessiner le terrain. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La compression des délais de réaction, parfois réduits à 12 minutes, libère une marge stratégique nouvelle. Moins de forces sont absorbées par l'urgence permanente, davantage peuvent être redéployés vers la consolidation territoriale. Les centres de commandement gagnent en autonomie décisionnelle, car l'action ne dépend plus systématiquement de relais extérieurs. Cette capacité à agir vite renforce la crédibilité de l'appareil étatique à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans un espace sahélien où la lenteur était souvent assimilée à la faiblesse, la rapidité devient un signal de souveraineté opérationnelle. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus indirect, mais tout aussi structurant. La diminution des incursions dans plusieurs zones du Nord réduit les perturbations sur les axes commerciaux et les couloirs pastoraux. Des transporteurs évoquent une baisse des interruptions forcées et une meilleure prévisibilité des trajets. Cette évolution ne supprime pas le risque, mais elle le rend lisible. Or, la lisibilité est une condition minimale de l'activité économique. Des PME locales commencent à envisager la réactivation de circuits suspendus, non par optimisme excessif, mais parce que la variabilité extrême recule. La sécurité ne se traduit pas encore en croissance, mais en stabilisation des flux. Pour les populations,
L'impact est d'abord psychologique. Dans certains villages, savoir qu'une réponse peut intervenir rapidement modifie les comportements quotidiens. Les signalements deviennent plus fréquents, les déplacements nocturnes diminuent, la coopération avec les unités locales s'améliore. Le sentiment d'abandon, longtemps dominant, commence à s'éroder. Cette transformation reste fragile, mais elle est perceptible. La doctrine impulsée sous Ibrahim Traoré agit d'ici comme un mécanisme de réassurance collective. La vitesse ne protège pas seulement par l'intervention, elle protège par l'anticipation qu'elle rend possible. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Les capitales voisines réévaluent leur modèle de risque face à un voisin devenu capable d'influencer les équilibres frontaliers. Le Mali et le Niger, engagés dans leur propre recomposition sécuritaire, perçoivent l'intérêt d'un partenaire réactif pour la gestion des corridors transfrontaliers. Dans le même temps, certains acteurs extérieurs adoptent une prudence nouvelle. Une opération mal calibrée pourrait désormais déclencher une chaîne de réaction plus rapide et plus difficile à contenir. Cette retenue traduit une reconnaissance implicite. L'espace sahélien ne peut plus être lu avec les anciennes grilles. Prises ensemble, ces 4 effets montrent que la transformation en cours ne se limite pas au champ militaire. Elle redessine les comportements administratifs, les flux économiques, les perceptions civiles et les calculs régionaux. La vitesse devient un facteur transversal capable d'ordonner des sphères autrefois disjointes. Ce déplacement explique pourquoi le changement observé sous Ibrahim Traoré est perçu comme un seuil plutôt que comme une simple amélioration. Lorsqu'un pays compresse le temps, il modifie inévitablement la carte du pouvoir autour de lui. Dans le scénario de base, le plus probable à ce stade, le système actuel se stabilise sans basculement spectaculaire. Les délais de réaction restent comprimés, même si les capacités aériennes sont sollicitées près de leurs limites opérationnelles. Les groupes armés continuent de s'adapter, mais sans retrouver l'initiative temporelle qui leur permettait autrefois de dicter le rythme. Les capitales voisines maintiennent une posture prudente, ajustant leurs dispositifs sans entrer dans une escalade ouverte. Ce scénario dessine un équilibre fragile, où la réactivité nationale contient la menace sans l'éradiquer totalement. Dans un scénario plus optimiste, la dynamique s'approfondit. Des améliorations logistiques permettant de maintenir les appareils en opération plus régulièrement. L'intégration des sources de renseignement progresse, réduisant encore les angles morts. Les communautés locales, encouragées par la confiance naissante, renforcent leur rôle dans les chaînes d'alerte. Les corridors frontaliers connaissent une baisse mesurable des mouvements hostiles. Dans ce contexte, une coopération régionale plus affirmée pourrait émerger, donnant naissance à une architecture sahélienne capable de gérer la majorité des incidents sans dépendance excessive à des partenaires extérieurs. Le scénario pessimiste repose sur une dérive ou une surcharge du dispositif. Les contraintes techniques s'accumulent, les cycles de maintenance s'allongent, les appareils passent davantage de temps au sol. Les groupes armés exploitent ces intervalles pour reprendre l'initiative dans certaines zones. Parallèlement, une pression géopolitique accrue, qu'elle provienne de puissances extérieures inquiètes ou de frictions régionales, crée un climat d'interprétation erroné. Une surenchère discrète entre États voisins pourrait transformer la région en espace de compétition persistante, rendant chaque opération plus coûteuse et plus risquée. Pour lire correctement ces trajectoires, une grille d'analyse s'impose. Il faut considérer la vitesse non comme un avantage ponctuel, mais comme une ressource stratégique. Sa conservation dépend autant de la logistique que de la doctrine, autant de l'adhésion des communautés que de la coordination régionale. Cette approche évite de confondre accélération temporaire et transformation durable. Elle rappelle surtout qu'au Sahel, le temps est devenu un facteur aussi déterminant que le terrain. Pour ceux qui vivent directement dans les zones exposées, l'effet le plus tangible n'apparaît pas dans les communiqués, mais dans les routines. Des trajets autrefois évités sont parfois réempruntés. Les horaires se réorganisent. Les décisions quotidiennes intègrent une donnée nouvelle. Le risque n'a pas disparu, mais il devient plus prévisible. Cette prévisibilité change la manière d'anticiper, de planifier et de coopérer. La sécurité ne se mesure plus seulement en présence armée, mais en minutes gagnées sur l'incertitude. Pour un second groupe, celui des acteurs économiques locaux, l'impact se lie à travers les flux. Moins d'interruptions brutales signifie des itinéraires plus stables, des stocks mieux gérés et des coûts moins erratiques. Les transporteurs réévaluent leurs marges.
Les commerçants testent entre la réouverture de circuits longtemps suspendus. Il ne s'agit pas d'un retour à la normalité, mais d'un déplacement du seuil de décision. Là où l'imprévisibilité totale bloquait toute initiative, une variabilité contenue autorise de nouveau l'action. Un troisième groupe observe la transformation avec une distance analytique. Chercheurs, diplomates et institutions régionales voient dans cette évolution un cas d'école. Elle montre comment un État peut modifier son image stratégique sans bouleverser immédiatement tous les indicateurs. La crédibilité ne naît pas d'une victoire éclatante, mais d'une cohérence répétée. À leurs yeux, le Burkina Faso devient un laboratoire où la gestion du temps prime sur l'accumulation de moyens. Pour le spectateur extérieur, ces angles convergent vers une même leçon. La sécurité n'est pas un absolu, mais une relation entre vitesse, confiance et anticipation. Lorsqu'un système permet d'agir plus vite que la peur, il transforme les comportements avant de transformer les statistiques. Ce déplacement explique pourquoi l'évolution observée suscite autant d'attention. Elle touche à une intuition universelle. Dans les contextes instables, reprendre la maîtrise du temps est déjà une forme de protection. Pour que la transformation observée ne reste pas dépendante d'un moment politique ou d'une conjoncture favorable, une feuille de route claire s'impose. La première étape concerne la stabilisation logistique du dispositif aérien. Les plateformes actuelles exigent des cycles de maintenance rigoureux, un approvisionnement continu en pièces et en carburant spécialisés, ainsi que des équipes techniques formées et disponibles. Sans cette base, la compression du temps risque de s'éroder précisément au moment où elle devient décisive. La deuxième étape consiste à unifier définitivement les flux de renseignements. Les données communautaires, les images satellitaires, les détections thermiques et les observations de patrouille doivent être intégrées dans un système unique doté de protocoles standardisés. L'objectif n'est pas l'exhaustivité parfaite, mais la rapidité fiable. Une information partielle mais transmise en temps utile vaut davantage qu'un tableau complet arrivé trop tard. Troisièmement, la formation des unités locales doit être étendue et pérennisée. Chaque échelon, du village au centre de commandement, doit maîtriser les procédures d'alerte, de validation et de coordination. Cette diffusion des compétences garantit que le système reste fonctionnel, même lorsque certaines capacités aériennes sont temporairement indisponibles. La résilience humaine devient alors aussi importante que la performance technique. La quatrième étape relève de la coordination régionale. Sans alignement minimal avec les pays voisins, les corridors d'évasion se déplacent au lieu de disparaître. Des mécanismes de dialogue opérationnel réduisent les zones grises et limitent les risques de malentendus militaires. Cette dimension est essentielle pour éviter que la vitesse retrouvée ne se transforme en source de tension. Enfin, un mécanisme d'évaluation continue doit être institutionnalisé. Un suivi régulier des délais de réaction, des mouvements frontaliers et des signalements communautaires permet d'ajuster la doctrine au fil du temps. Dans cette approche, l'influence d'Ibrahim Traoré se lie moins dans une décision unique que dans la capacité à inscrire la vitesse dans une structure durable, mesurable et révisable. Le retour au terrain, là où les premiers signaux ont été perçus, éclaire la portée humaine de la transformation. Les villages qui servaient autrefois de simples points d'alerte, les patrouilles qui arpentaient des corridors incertains, les éleveurs attentifs aux mouvements lointains composent aujourd'hui un paysage légèrement différent. Rien de spectaculaire, toujours, mais une respiration nouvelle s'installe, presque imperceptible, faite de décisions prises un peu plus tôt et de peurs contenues un peu plus vite. Ce souffle discret rappelle ce que beaucoup avaient sous-estimé. La capacité d'un État à reconfigurer sa relation avec le danger ne tient pas seulement à la force déployée, mais à la cohérence d'un système capable de tenir dans la durée. Les appareils et les protocoles ne sont que des signaux visibles. Le changement réel se niche dans l'articulation quotidienne entre information, action et confiance. C'est cette articulation, pensée et consolidée sous Ibrahim Traoré, qui donne sa densité à la transformation observée. Dans cette recomposition, une idée simple s'impose. La sécurité n'est pas un état figé, mais un mouvement continu. Elle se mesure dans la capacité à maintenir le tempo, malgré les contraintes, les aléas et les ajustements adverses. Quand la vitesse devient une forme d'ancrage, elle redonne aux communautés un repère. Et ce repère, aussi fragile soit-il, suffit parfois à modifier le cours des choses.